Mon prénom c'est Mohamed. En fait, je suis le fondateur de Try and Cheat, qui est une startup qui travaille sur l'intelligence artificielle visuelle principalement. On est basé à Blanchemaille, Bayora Technologies, qui est une filiale de Ratec. Et on est partenaire en fait de VH DLP qui nous accompagne sur toute la partie hébergement de nos serveurs et nos data centers. Je vais vous parler de l'intelligence artificielle aujourd'hui, pas de la partie théorique, puisque c'est assez compliqué et puis ça existe depuis des années, mais plus de la pratico-pratique, que ce soit sur les niveaux marché, niveau use case, niveau métier, formation, etc. Donc vraiment de rentrer dans le concret et dans tout ce que je vais présenter, il n'y a rien de science-fiction, tout est réel. Alors, avant tout, on va commencer par mettre au point quelques notions importantes. Aujourd'hui, on parle tous on utilise de partout de toute façon les médias, etc. Utilisent des termes donc d'intelligence artificielle. On met tout dedans et on ne sait pas trop ça sert à quoi exactement. Les gens, des fois, on leur dit intelligence artificielle, vous faites des chatbots. Intelligence artificielle, vous êtes des robots. Donc en fait, c'est un terme assez générique et qui veut dire vraiment la machine qui fait comme l'être humain. Donc c'est assez vaste. Et dans tout ce sujet-là, on peut mettre dedans de la compréhension, du calcul, du raisonnement, de l'apprentissage. Il y a vraiment, c'est une grande sphère, d'accord, dans laquelle vient s'intégrer une autre définition qui est l'informatique cognitive. Et l'informatique cognitive, c'est une partie de l'intelligence artificielle et qui a pour objectif de faire les mêmes capacités mentales cette fois-ci. D'accord? Donc d'imiter un peu le cerveau sur des parties comme penser, réfléchir, comprendre ou apprendre. Dans l'informatique cognitive, on va trouver une autre brique, une sous-brique encore, qui s'appelle le machine learning. Donc, vous avez déjà entendu parler du machine learning? Donc, le machine learning, donc on l'a entendu plusieurs fois. Sans donner une définition, je vais vous donner une définition simple. Si vous avez, si vous êtes devant un cas d'explication de ce que c'est un chat, vous avez certainement deux solutions. La première solution, c'est de dire bah, c'est un animal avec quatre pattes, des poils, deux oreilles, une queue, etc. Donc vous allez décrire en fait des descriptions et donner des règles pour dire bah ça c'est un chat. Bah, le machine learning, c'est pas ça. C'est vraiment comme on apprend à des enfants, c'est-à-dire c'est l'image. On lui dit ça, c'est un chat. Voilà. Tout ce que tu vois devant toi, c'est un chat, et donc c'est un apprentissage par l'image complète, par toutes les caractéristiques qui sont dans l'image, sans préciser de règles. Il n'y a pas de règles dedans. Et dans le machine learning, il y a une autre discipline qui a fait un boom ces derniers temps et qui s'appelle le deep learning. Donc l'apprentissage profond. Et l'apprentissage profond, lui, il est basé sur des réseaux de neurones profonds ou formels et il comporte, on va rentrer un tout petit peu plus dans le détail tout à l'heure. Et en fait, ce qui se passe, c'est que la phase entre le machine learning et le deep learning, c'est qu'on a beaucoup de couches ici et on arrive à imiter un tout petit peu mieux le cerveau de l'être humain. Et ça engendre beaucoup de calculs. Parce que vous voyez, tout ce qui est connecté là, ça veut dire que je dois faire toutes les probabilités, tous les essais mathématiques. Donc si on est d'accord sur ces définitions, c'est super important parce que du coup on voit bien la distinction entre l'intelligence artificielle jusqu'à aller donc machine learning ou deep learning. Donc il n'y a plus de confusion à faire sur ces définitions-là. Ça existe depuis quand, l'intelligence artificielle? Beaucoup pensent que ça date voilà, de quelques années, qu'il y a eu un gros boom d'intelligence artificielle. En fait, concrètement, on a commencé à en parler en 1949. Les premiers langages ont été en 1955. Et la première utilisation vraiment officielle de l'expression intelligence artificielle a été en 56. Ça nous fait quand même un bon 62 ans à peu près. 62 ans. 62 ans d'existence, plus par la suite les premiers ouvrages en 86 en fait, qui ont commencé à apparaître. Et ensuite on est rentré encore dans des choses théoriques en 2000
avec le Swarm Intelligence, qui est une discipline qui avait parié en fait sur des petits organismes artificiels du futur qui auront la capacité de créer ensemble une intelligence. C'est comme les fourmis en fait. C'est-à-dire qu'elles se parlent entre elles et elles créent une intelligence. Ou le Smart Dust qui lui est une poussière intelligente, c'est-à-dire que plein de processeurs qui se communiqueraient entre eux avec de la poussière et qui permettraient de tracer des cartographies, des forêts, etc. Donc déjà l'année 2001. Mais c'était encore de la théorie. On était en train de faire des concepts encore. On mettait en place des réseaux de neurones, mais on n'arrivait jamais en fait à faire des temps de calcul énormes. Donc en fait, les réseaux de neurones qui étaient ne pouvaient pas dépasser une ou deux couches pour faire des calculs. Pourquoi? Parce que les machines n'étaient pas assez puissantes pour mener tous ces calculs-là. Et ensuite, deuxième point, c'est le manque de données. Il n'y avait pas assez de données à l'époque pour traiter toute cette masse, en tout cas, d'intelligence pour sortir quelque chose. Et maintenant, qu'est-ce qui s'est passé, à votre avis? Alors, première chose, c'est que le hardware a été boosté par Nvidia pour la voiture autonome. Alors, la voiture autonome, je ne sais pas si vous voyez un peu le concept, c'est simple. C'est une voiture qui a des caméras devant et qui prend des vidéos, en gros, ou des images, d'accord, instantanément. Et elle analyse, en fait, ce qu'elle a devant. Donc, si elle voit des êtres humains, la décision, c'est de freiner ou s'arrêter. Si elle voit un panneau à 90, c'est de ralentir. Donc, elle fait que de la reconnaissance d'objets sur une vidéo ou une image, et elle prend des décisions à partir de ça. Donc, vous imaginez un peu le temps de calcul que ça doit prendre entre je détecte une image, je fais le calcul pour savoir qu'est-ce qu'il y a sur cette image, et ensuite je génère une décision pour nous arrêter. Et Nvidia avait réussi, grâce aux cartes graphiques GPU à l'époque, pour relever le défi. Alors il n'y a pas que Nvidia, les cartes graphiques japonaises aussi sont très puissantes, notamment en robotique, en intégré. Il y avait un gros problème mathématique à l'époque, c'était le calcul de l'erreur. D'accord? Comment fonctionnent les réseaux de neurones? C'est simple, hein. C'est purement mathématique, c'est-à-dire que j'essaye d'imiter au maximum en apprenant, en faisant un apprentissage, et ensuite je dois avoir le taux d'erreur le plus petit possible. Sauf que quand vous multipliez un peu tous vos réseaux de neurones, là, c'est un peu le même schéma biologique que le cerveau en fait, hein. On essaye de s'inspirer du cerveau. Mais comme vous multipliez toutes les probabilités, en fait, votre tour de calcul est infini. Et du coup, ça devient énorme. Donc, ils ont mis en place une résolution mathématique qui a allégé toutes ces taux d'erreur. Troisième chose, c'est la quantité de données qui a été calculée, collectée par les grands, Google, Apple, Facebook, Microsoft, etc. Donc il y a eu une collecte de données durant tous ces temps-là, les photos, les images, les vidéos, la reconnaissance faciale, etc. Et il fallait absolument faire évoluer tous les algorithmes pour avoir des calculs plus puissants. Donc on avait de la donnée. Et dernier point, c'est la démocratisation en fait du code. Donc les grands groupes ont libéré beaucoup de code à travers des frameworks. D'accord? Les frameworks en fait ont permis aux développeurs, à tout ce qui est open source, de pouvoir se mettre sur ces frameworks-là et pouvoir continuer à développer en open source. D'accord? Ok. Ça a été un peu l'histoire de l'IA, quelques définitions. Là, on va aborder un peu le marché. Qu'est-ce que ça représente concrètement sur le marché aujourd'hui? C'est quoi? C'est juste de la science-fiction? Qu'est-ce qu'on en fait? C'est quoi les chiffres à peu près? Eh ben, vous allez voir. À l'échelle mondiale, en fait, on est passé en 2016 d'un chiffre à peu près, une estimation à 643 millions de dollars pour arriver pour une hausse de 50% annuelle à 36 milliards de dollars en 2025. C'est énorme. C'est un marché qui est énorme. Et à l'échelle mondiale et aussi à l'échelle européenne, puisqu'on part de 93 millions d'euros en 2016 à 8 milliards de dollars en 2025. Donc il y a vraiment des choses à saisir parce que c'est un marché énorme. Mais on va comprendre par la suite pourquoi
il y a une explosion de ces chiffres d'affaires. Pourquoi aujourd'hui on va avoir des marchés aussi gros pour l'intelligence artificielle? Et du coup, les investissements, forcément. Donc les investisseurs, quand ils ont des estimations de ce type-là, vont injecter beaucoup plus d'argent. Et donc on a des investissements qui vont aller de 415 millions de dollars avec une augmentation de 64%. En 2017, on a atteint les 5 milliards de dollars au niveau mondial. Sur l'IA, hein. Je parle bien sur l'intelligence artificielle uniquement. Sur les créations de start-up. Donc forcément, qui dit intelligence artificielle dit création d'emplois, de structures. En 2000, on a eu 270 créations depuis 2000 en France et à l'échelle mondiale, 1600 startups. C'est pas encore assez pour les besoins du marché, mais ça se développe de jour en jour et de plus en plus. Ça, c'est très bien. En fait, on va très vite comprendre là ce qui se passe. En fait, là, ce que vous voyez, c'est un classement des publications de recherche sur l'intelligence artificielle entre 2011 et 2015. D'accord? Vous allez comprendre cette explosion. La Chine, ici, entre 2001 et 2010, était à 554 publications de recherche par an. Non, au total, pardon. Elle vient entre 2011 et 2015 d'atteindre 41 000 publications de recherche. 41 000 publications de recherche sur l'intelligence artificielle. Et les États-Unis juste derrière avec 25 000 publications, alors qu'ils étaient à 6 046. La Corée du Sud, elle a injecté 800 millions d'euros sur l'intelligence artificielle. Le Canada, qui vient au bout de 4 ans de devenir l'un des leaders aussi de l'intelligence artificielle et de créer l'initiative Montréal.ai, qui a drainé, en fait, qui a attiré tous les grands groupes, Google, Facebook, etc., grâce à son tissu en fait non seulement de chercheurs, mais d'ingénieurs aussi, sa qualité d'éducation au niveau supérieur. Donc ils ont réussi à ramener tous les grands groupes d'intelligence artificielle et aujourd'hui ils sont vraiment dans une très belle posture. Et les deux là, la Chine et les États-Unis, il n'y a pas que les États, alors c'est les États plus les grands groupes qui avancent vraiment ensemble, que ce soit Google, Apple, Facebook, etc., mais aussi en Chine avec Baidu, Alibaba, Tencent et autres. Donc en fait, on avance vraiment avec du lourd. Là, c'est des pays, des grands groupes, et on essaye de créer au maximum de l'applicative, des solutions d'intelligence artificielle. Le chiffre, il explose parce qu'en fait, l'intelligence artificielle qui était il y a quelques années encore dans les laboratoires de recherche, et sur certains domaines, en particulier un peu sur la robotique ou autre, bah, elle vient de toucher tous les domaines. Le rapport du salon du CES 2017, en fait, a mis à peu près 90% des domaines euh, ont été touchés par l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que tous les domaines, quasiment, l'industrie, la robotique, logistique, transport, la santé, l'éducation, l'habitat, ils sont tous, sans exception, en fait, atteints par l'intelligence artificielle. Ça veut dire qu'en fait, tous les marchés ont besoin aujourd'hui d'intelligence artificielle. D'où l'importance des chiffres qu'on a montrés tout à l'heure. On va rentrer un peu dans les use cases pour parler un peu plus concret. On va prendre des cas un peu simples. Alors, sur les use cases, sur tout ce qui est vocal, donc en fait l'intelligence artificielle, elle a une déclinaison sur plusieurs modes. Vous avez des gens qui font de l'intelligence artificielle sur la partie vocale. On peut reconnaître très vite le Google Home. Vous connaissez? C'est le mouchard qui vous écoute en fait chez vous et qui transmet tout à Google. Amazon Alexa, pareil, en fait, donc il entend tout ce que vous faites. Les call centers automatiques aujourd'hui qui se déploient de plus en plus, c'est-à-dire quand vous appelez, on va comprendre ce que vous êtes en train de dire et on va vous orienter vers les bonnes personnes. Mais on va vraiment essayer au maximum de traiter toute votre demande par l'intelligence artificielle parce qu'on fait de la reconnaissance vocale,
on comprend ce que vous êtes en train de dire, et donc on essaye au maximum de automatiser les traitements, et à la fin, on vous envoie vers quelqu'un. Sur l'aspect visuel, donc l'intelligence artificielle, elle touche aussi tout ce qui est visuel. Alors, les débuts, ça a été avec Yann Lequin, je ne sais pas si vous connaissez, qui est ici un peu le père de l'intelligence artificielle en France et qui a travaillé depuis les années 90, hein, même avant, sur le lecteur de chèques, la reconnaissance de tout ce qui est lecteur de chèques, les chiffres, OCR, et qui est aujourd'hui directeur scientifique de Facebook. Alors, OCR, en fait, c'est tout ce qui est reconnaissance des chiffres et des lettres. Et par exemple, sur une plaquette la plaque d'immatriculation de voiture, en fait, on fait une reconnaissance avec une photo, en fait, on fait une reconnaissance tout de suite des chiffres et des lettres, donc on reconnaît votre plaque d'immatriculation. C'est la machine qui interprète un peu ce qui est sur votre plaque d'immatriculation. Les analyses vidéo, donc en fait, on peut analyser, donner à des machines la facilité de venir prendre une vidéo et l'analyser. Alors, il y a des analyses extrêmement puissantes, notamment sur Netflix et d'autres. On peut même se projeter en disant un mot et la vidéo, elle peut avancer exactement là où il y avait les mots qui ont été dits. Au niveau de la santé, par exemple comme la radiologie, on peut très vite aussi détecter une maladie sur une radio 2D et sortir le diagnostic au radiologue. Le radiologue, il n'a plus qu'à lire un peu le rapport, d'accord, rapidement, et voir si tout va bien, ou rajouter des choses et valider. Donc c'est un gain de temps énorme pour le radiologue. Les reconnaissances faciales, ça vous connaissez beaucoup plus en fait, donc, mais je vous expliquerai avec un use case plus profond ce qu'on peut en faire encore. Tout ce qui est NLP, en fait, le Natural Language Program, en fait, c'est tout ce qui touche au langage naturel. Donc, ça peut être de la traduction. Donc, on voit de plus en plus des applications qui traduisent systématiquement les anti-spams, donc de reconnaître tout ce qui est anti-spam et donc de bloquer en fait les spams. L'extraction de l'information, donc comment on peut extraire de l'information sur les commentaires que vous êtes en train de mettre sur du Facebook, etc. C'est pas des personnes qui vont venir lire vos commentaires. En fait, c'est des machines qui vont lire vos commentaires et qui vont après sortir des statistiques autour de ça. Telle chose, les gens sont contents, pas contents, ou autre. Donc c'est vraiment de l'extraction à partir Et c'est assez complexe parce que vous imaginez tous les langages qui existent en termes de commentaires à analyser et à pouvoir sortir des choses, quoi. Les questions-réponses, c'est-à-dire principalement sur les chatbots aujourd'hui, quand vous posez une question, comment on arriverait à comprendre cette question-là et de quel moyen et quelle manière on va répondre de la façon la plus précise. C'est compliqué de vraiment interpréter exactement ce que vous voulez dire. Parce que la phrase, vous pouvez l'écrire, enfin moi je peux l'écrire d'une façon, la question, vous d'une autre façon, et on veut peut-être dire la même chose aussi. Donc c'est assez complexe, mais on arrive aujourd'hui à des taux assez impressionnants en termes d'erreurs. Et ensuite, vous avez tout le volet data, c'est-à-dire tout ce qui est données. Donc, comment on fait de la prédiction sur de la donnée, de la logistique, banque, assurance, comment traiter. Il y a des algorithmes qui traitent la qualité de données. C'est-à-dire de dire est-ce que la qualité de données elle est bonne ou pas, si c'est des erreurs, qu'est-ce qu'on en fait. Le ciblage client. Vous avez tout ce qui est ciblage client aujourd'hui, c'est-à-dire que comment aujourd'hui on arrive à interpréter, ça existait depuis le machine learning, et avec le deep learning ça se force encore plus. C'est-à-dire que quand vous êtes sur un site, en fonction d'un parcours similaire à d'autres parcours, donc le machine learning il va pouvoir vous faire du ciblage ou en fonction de ce que vous avez acheté, en tout cas de l'historique achat. Les moteurs de recommandation aussi sont dans la même chose. Ça va jusqu'à présent? Bon. Alors, tout ce qu'on a vu là tout à l'heure, ça se fait aujourd'hui. Alors, les développeurs aujourd'hui se basent beaucoup sur les frameworks. Alors, les frameworks, soit il y a des frameworks qui ont été créés chez des universités. Donc, vous avez le Torch par exemple, qui est principalement, qui est très utilisé d'ailleurs par Yann Lequin
Et du coup, comme il a intégré Facebook, bah, Facebook l'a beaucoup appuyé aujourd'hui. Le café, qui est connu aussi, Theano, il est encore plus ancien. Mais on a aussi des gros aujourd'hui qui font surface, comme le TensorFlow de chez Google. IBM Watson, mais c'est un tout petit peu plus fermé parce que c'est beaucoup plus des API. Le CNTK de Microsoft qui est arrivé après. Et ensuite, sur des startups, en fait, le plus connu, le plus répandu et qui traite vraiment des choses de haut niveau, je veux dire de haut niveau de langage. C'est-à-dire que vous pouvez écrire vraiment une ligne de code avec Keras, d'accord, et entraîner un modèle. Donc Keras a vraiment simplifié énormément les choses pour vous permettre, en fait, de toute façon c'est open source, hein, vous pouvez pour ceux qui sont intéressés par le dev, vous pouvez aller chercher sur internet keras.io, je crois, et vous allez voir, en fait, ils ont vraiment tout simplifié. Vous pouvez commencer à créer des lignes de code sur de l'intelligence artificielle facilement. La difficulté, c'est vraiment de comprendre les paramètres que vous allez mettre dedans. C'est un peu la difficulté. Il faut comprendre en fait ce que c'est que le loss, enfin le coût, comprendre comment calculer les erreurs, l'époque, etc. Donc en fait il y a un ensemble de paramètres, mais ça reste accessible parce que vous pouvez lire un peu sur les aspects théoriques, vous allez comprendre un peu ces termes, terminologie, et ensuite les frameworks vont vous permettre très rapidement de démarrer avec des choses simples. Oui. Alors qu'est-ce qu'on arrive à faire avec ça? Alors je vais commencer par les solutions que nous on développe. Nous on fait que du visuel pour l'instant. Alors qu'est-ce qu'on fait? On fait de la détection d'objets. On tag automatiquement, en fait, on arrive donc à reconnaître ce que c'est. On lui donne un tag. On permet au client ou au collaborateur de rechercher par l'image. C'est-à-dire je cherche par l'image et non plus par des mots-clés. Et on fait de la personnalisation client, c'est-à-dire qu'une fois que le client a cherché par des images, on peut revenir vers lui avec d'autres produits similaires. Aujourd'hui, nous avons constaté que nous mettons beaucoup de temps dans la recherche de produits sur des sites e-commerce ou des applications mobiles. Alors on s'est dit pourquoi ne pas permettre à l'utilisateur de pouvoir prendre une photo d'un produit qu'il aimerait bien avec son smartphone et d'aller chercher plus vite et mieux les produits similaires à cette offre. Alors là, par exemple, on va prendre un cas. Donc, on va aller chercher, par exemple, une paire de chaussures. Est-ce que tu peux me passer ta chaussure, s'il te plaît? On va faire ça. Voilà, j'aime bien cette paire. Je vais aller chercher effectivement cette paire de chaussures. Je vais prendre en photo la chaussure. L'application va me permettre de recadrer cette chaussure. On va faire cette recherche. Voilà, donc l'application, elle vient de reconnaître ces chaussures. Elle vient de sortir l'offre similaire au produit recherché. Le système fonctionne sur une technologie qu'on appelle aujourd'hui le deep learning. C'est-à-dire que les machines vont aller repérer les objets qui sont présents sur l'image et ils vont aller chercher par ces objets-là. Donc on fait à la fois de la reconnaissance d'images et des objets qui sont sur l'image pour aller chercher les offres qui sont similaires à ce produit-là. On travaille avec beaucoup de domaines, ça peut être de la mode, de l'immobilier, de la santé et du voyage. On sera amené, même avec une reconnaissance encore plus puissante sur la vidéo, de détecter les produits qui sont sur les vidéos et de les proposer en termes de vente pour l'internaute qui est en train de regarder le film, par exemple. Alors juste pour revenir un peu ça, donc nous c'est pas nous qui développons des applications mobiles en fait nous on fait des API, d'accord? On crée les solutions d'intelligence artificielle, on les publie sur des API et nos clients en fait viennent intégrer ces API là sur leur e-commerce, sur leur mobile ou leur chatbot. Donc nous on est vraiment des fournisseurs d'API d'intelligence artificielle. Mais là en fait sur Télématin on n'a pas le droit de citer nos clients.
ou de montrer des logos de clients. Donc c'est pour ça qu'on a tout mis sur des applications qu'on a créées nous-mêmes. Code toute pièce. Alors ici un autre modèle, un autre exemple en fait, où voilà, vous êtes sur de la vidéo et en fait la machine, bah, c'est clairement comme la voiture autonome aujourd'hui, hein, elle fonctionne un peu comme ça. C'est-à-dire qu'elle détecte systématiquement, vous voyez, en temps réel, tout ce qu'elle voit, tous ces aspects-là. Et vous voyez, elle va afficher deux choses. Elle va afficher le tag en fait pour dire ce que c'est. Et vous voyez des pourcents ici, des pourcentages. En fait, ces pourcentages-là, c'est vraiment les pourcentages de ressemblance réelle, quoi. C'est-à-dire que c'est la probabilité que cet objet-là ressemble à 98% ou 97% ou 99% à ça. Vous allez voir, par moment, il descend à 56 ou à 65, et là, déjà, ça veut dire qu'il est plus sûr. Hein, dès qu'il descend de toute façon en dessous de 90, c'est pas bon. C'est qu'il a des doutes ou alors c'est assez embrouillé. Enfin, l'image en fait n'a plus le même angle. Il faut savoir qu'aujourd'hui le deep learning a beaucoup de difficultés encore. Sur le supervisé, il marche très bien, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous lui donnez pas assez de données, assez d'angles, il peut ne pas reconnaître. Vous voyez, pour l'humain, de regarder la bouteille d'un angle ou d'un autre, ça n'a pas beaucoup d'importance. Ou le PC, de le voir. La machine, non. La machine, si vous lui donnez une seule image de ce côté-là et ensuite je viens de l'autre côté et je prends l'image du PC, ben, elle ne va pas reconnaître. Parce qu'elle n'a pas assez d'informations et de données. Elle n'a pas assez appris. D'accord? Parce elle est pas comme l'humain avec deux yeux et 3D et je peux voir beaucoup de choses, quoi. Mais sur les aspects aujourd'hui de ce qu'on appelle l'intelligence artificielle non supervisée, qui est encore dans les laboratoires de recherche, c'est vraiment la révolution normalement de l'intelligence artificielle pour pouvoir, avec très peu de données, rendre la machine assez autonome. Alors un autre use case, même si vous n'aimez pas le foot, je vous ai préparé un peu un FIFA 2018. Alors vous allez voir très vite en fait. Là, vous voyez quoi? Ça c'est Ronaldo avec vraiment la création, le personnage créé sur FIFA, d'accord, sur le jeu. Et ici, est-ce que vous remarquez une amélioration? Clairement, hein. En fait, ce qu'ils ont fait, c'est que ils sont partis ici. Bon, ça c'est le FIFA Face en fait, et ce qui a été reconstruit. Ensuite, ils ont pris une reconnaissance faciale effectivement de Ronaldo, donc le vrai visage de Ronaldo, et ils ont appris à la machine à le reconstruire. Donc ils ont reconstruit le réel et ils ont superposé un peu les deux, d'accord? Et du coup, on a obtenu une image super nette. Donc là, c'est de la reconnaissance faciale, enfin premier degré, mais en fait sur laquelle on met encore plus de force. Et on peut faire des déformations, même en bas on peut le voir, hein, on peut faire des déformations faciales, voilà. Donc en fait on peut vraiment jouer avec et créer en fait à partir même des personnages qu'on crée sur des jeux, des personnages encore plus réels et plus ressemblants à la réalité, quoi. Ah, la vidéo que j'aime bien. Alors cette vidéo là, vous allez voir, c'est assez impressionnant, ça se passe au Japon, c'est pas de la science-fiction, c'est de la réalité. ICE has developed a male version of its android robot Actroid F, which was first shown to the public last year. These human-like robots imitate the movements of the people they are watching, and are currently being placed as observers in hospitals to see how patients feel in their presence. 私の名前は黒川です。いくつですか？26歳です。一緒に写真を撮りませんか？ええ。 C'est assez impressionnant quand même, hein. Des robots qui sont bien designés, bien faits et qui parlent. Bon, on sent encore que c'est assez. Bon, il y a du robot quand même derrière, mais je pense qu'ils vont y arriver. Donc au niveau de la robotique, ça se développe énormément. Ce qui me ramène un peu à dire, bon, ok, donc tout ça c'est beau, il y a énormément de choses, hein. Là on a cité quelques-uns. Et c'est quoi l'impact finalement? Alors, au niveau régional, national, mondial, alors ça bouge dans tous les sens, hein.
Ça bouge énormément. Alors nous ici au niveau régional, on a créé une initiative en fait qu'on a appelée Roubaix.ai. On a commencé par Roubaix.ai, je vais vous expliquer pourquoi. En fait tout le projet s'appelle la Silicon Valley.ai, d'accord? La Silicon Valley, elle a pour objectif effectivement de déployer pour que la région devienne la première région au niveau mondial en fait au niveau de l'intelligence artificielle. Et on a commencé par Roubaix.ai parce que le modèle de Roubaix, là où on a beaucoup de jeunesse et beaucoup de chômage, on veut démontrer en fait que l'intelligence artificielle est un vecteur réel puissant économique qui peut transformer complètement une ville et qui peut faire baisser le chômage assez rapidement de 30% à 0%, comme ça a été fait sur Montréal.ai. Montréal.ai, en 4 ans, ils sont devenus leaders là-dessus, avec un taux de chômage extrêmement en baisse, doubler le taux de croissance. C'est vraiment un levier très important. Et donc, c'est un peu l'objectif aujourd'hui pour faire de la région Hauts-de-France la Silicon Valley. Et si on voit à un niveau. Du coup, ça me ramène à parler un tout petit peu de l'impact sur la formation, parce que les gens voient souvent ce volet-là. C'est vrai ou pas? Vous, quand vous voyez, quand on parle d'intelligence artificielle, tout de suite on parle de data scientists, les chercheurs, c'est un truc de fou, jamais on va y arriver, comment on va faire, doit faire tous des thèses, ou qu'est-ce qui se passe? Non, en fait ça c'est vraiment, je sais même pas si ça va représenter combien de taux, mais il y a énormément d'impact. Par exemple sur toute la partie design, vous voyez les robots qui ont été faits tout à l'heure, c'est pas des chercheurs qui ont fait ça en design, en fait on a besoin de designers pour faire tous les designs de robots, tout ce qui est... jusqu'à présent, les robots, ça a été moche. Euh, mais là, on est vraiment dans du design parce que ça doit accueillir peut-être des clients, ça va parler avec des gens, donc il faut que ce soit super agréable. Il y a les plateformes aussi de distribution de services sur laquelle on a besoin de gestionnaires, des designers qui sont spécialisés dans la mise à disposition intuitive des données, c'est-à-dire comment on va visualiser toutes ces données et comment on va faire par rapport à ces données. On a une partie dans le commerce, c'est-à-dire que demain, on va avoir besoin de commerciaux, de chefs de projet, de business analysts, de financiers qui comprennent l'intelligence artificielle. Et donc, il va falloir intégrer tout ce volet-là dans ces cursus, donc dans les écoles de commerce et dans les écoles de management. Et enfin, vous avez le volet juridique. Alors, il n'y a pas que du droit de données dedans, il y a du droit de travail, je vais vous expliquer ce que c'est, et les juristes. Donc ça touche, je pense que j'en cite que quelques-uns, ça touche aussi d'autres volets par la suite. Euh, Beaucoup ne sont pas conscients aujourd'hui encore que l'intelligence artificielle c'est devenu vraiment un sujet, donc au niveau plus haut de l'État, vraiment de sécurité nationale. C'est écrit noir sur blanc, de toute façon la Chine elle dit il faut renforcer la recherche et l'évaluation de l'influence de l'intelligence artificielle sur la sécurité nationale. Et sur le plan immatériel, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut subir demain des attaques informatiques de type APT ou alors des techniques de désinformation. Alors je vais vous expliquer ce que c'est que les techniques de désinformation. Ce qu'on est capable de faire aujourd'hui avec de l'intelligence artificielle, c'est simple. C'est la machine, elle apprend. D'accord? Donc elle peut apprendre, on a dit, du vocal, de la vidéo, de l'audio ou de la vidéo. D'accord? Donc jusqu'à présent, elle sait reconnaître, c'est-à-dire que demain, une machine peut vous mettre tous sous écoute et puis vous écouter en permanence 24 sur 24 et puis le jour où vous allez prononcer certaines choses, détecter et envoyer le message. Ça c'est un. Deuxièmement, la machine, elle est capable aujourd'hui, même s'il y a encore beaucoup de recherches à faire, de générer, de faire du génératif, ce qu'on appelle en fait la machine, les algorithmes génératifs. Donc en fait, imaginez un peu, j'enregistre votre voix, donc j'apprends sur votre voix et ensuite je génère des phrases montées de toutes pièces avec votre voix. Donc je peux très rapidement vous mettre dans le pétrin en vous sortant un enregistrement vocal que vous n'avez jamais dit ou un enregistrement vidéo que vous n'avez jamais fait. Donc ça c'est très dangereux et c'est pour ça que ça devient assez problématique donc, sur ces parties-là. Et ensuite ça peut être du contrôle de la population en fait par des reconnaissances faciales dans la rue. Donc, on a des caméras partout et on peut très bien contrôler les gens par une reconnaissance faciale, qui est parti où, qu'est-ce qu'il a fait, etc. Donc c'est pour ça que l'enjeu est très important.
En France, on a beaucoup d'initiatives aussi, beaucoup de travail qui a été fait jusqu'à présent. Alors vous pouvez aller toujours consulter en fait sur franceisaï.com qui est un peu le hub qui centralise un peu tout ça. Et ensuite, au niveau de l'économie, en fait, on y travaille beaucoup. À un certain moment, on avait mis Cédric Villani en tête sur la partie, mais même avant, à l'époque de François Hollande, ils avaient déjà écrit toute la stratégie. Et je sais que prochainement, là, on va déjà donner beaucoup de bonnes nouvelles sur ces sujets-là. Donc, c'est vraiment des sujets hyper importants, hyper impactants pour les États aujourd'hui. Et ceux qui vont posséder un peu toute cette force de l'intelligence artificielle, bah, ils vont en devenir les leaders du monde. La Chine aujourd'hui, elle a une stratégie claire sur 2020, 2030, 2030, 2040, tracée sur tous les domaines, qu'est-ce qu'elle doit faire exactement et précisément. Il y a un volet quand on parle de l'IA, les gens ont peur en fait, et du coup, il y a un volet qu'on ne voit pas. C'est-à-dire, généralement, on met toujours les use cases techniques, technologiques, les avancées d'innovation, mais il y a un volet sur lequel beaucoup de gens travaillent, mais qu'on n'aborde pas. Et en fait, c'est vraiment l'éthique de l'IA, ou ce qu'on appelle aussi une des disciplines, en fait, qui s'appelle la roboéthique. Pourquoi la roboéthique? Vous avez vu les deux robots là, les beaux robots japonais? Bah, demain, ils vont avoir des droits. Comme nous, on a des droits, comme les animaux ont des droits, les robots auront des droits. Si j'agresse ces robots, qu'est-ce qui se passe? C'est votre propriété, peut-être. Quel est le motif d'agression? Qu'est-ce qui s'est passé? Ou si le robot nous agresse? Bon. C'est des sujets aujourd'hui sur lesquels beaucoup de personnes travaillent justement pour essayer de sortir quelque chose. L'atteinte à la vie privée. Alors, c'est exemple d'utilisation, ce qu'on a dit tout à l'heure, de la reconnaissance vocale, par exemple, si je vous mets sous écoute. L'atteinte à la dignité humaine, en fait, ça veut dire, en fait, il y a beaucoup de sujets là-dessus. Ibar, par exemple, il dit, bah, la dignité humaine, je pense que c'est le plus au milieu, en tout cas, exige que nous efforçons d'éliminer notre ignorance de la nature de l'existence. On ne peut plus faire ça, parce qu'avant c'était un humain contre un humain, et aujourd'hui on parle vraiment de décision d'intelligence artificielle. Qu'est-ce qui va se passer? Et l'IA, ça va être vraiment nécessaire pour cet effort. On va faire beaucoup plus d'efforts pour rédiger tout ça. Et dernier volet, c'est la transparence et l'open source. Vous avez des gens comme Elon Musk de Tesla et autres qui se battent énormément parce qu'ils considèrent en fait que les développeurs de l'intelligence artificielle demain sont en partie des représentants de l'humanité. D'accord? Imaginez demain, vous êtes un bon développeur, vous développez des algorithmes, bah, moi je vous propose 50 000 euros par mois, pardon, et vous faites des choses, voilà, pas très éthiques. Qu'est-ce qu'on fait? Donc en fait, ils exigent aujourd'hui de plus en plus à ce que les développeurs montent tout ça sur de l'open source, et donc ils ont créé une plateforme qui s'appelle OpenIA. C'est pas AI, c'est pas la seule en fait, hein. Il y en a d'autres plateformes d'intelligence artificielle ouvertes qui permet de dire bah, vous avez développé du code, bah, montrez ma patte blanche en tout cas et dites-nous un peu ce qui est dedans, ce qu'il y a dedans, d'accord? Si on commence à rentrer dans du code caché sur de l'IA en plus, on n'a pas terminé. Alors, je vais vous montrer une vidéo. C'est pas pour vous choquer, mais c'est une réalité, c'est-à-dire que ça peut arriver. Mais il y a des gens qui se battent jour et nuit pour ça, pour que ça n'arrive pas. On y va, vous êtes prêts? Customer pilots directed almost 3,000 precision strikes last year. We're super proud of it. It allows you to separate the bad guys from the good. It's a big deal. But we have something much bigger. Your kids probably have one of these, right? Not quite. Hell of a pilot? No. That skill is all AI. It's flying itself. Its processor can react 100 times faster than a human. The stochastic motion
is an anti-sniper feature. Just like any mobile device these days, it has cameras and sensors, and just like your phones and social media apps, it does facial recognition. Inside here is 3 grams of shaped explosive. This is how it works. Did you see that? That little bang is enough to penetrate the skull and destroy the contents. They used to say guns don't kill people. People do. Well, people don't. They get emotional, disobey orders, aim high. Let's watch the weapons make the decisions. Now, trust me, these were all bad guys. Now that is an airstrike of surgical precision. It's one of a range of products. Trained as a team, they can penetrate buildings, cars, trains, evade people, bullets, pretty much any countermeasure. They cannot be stopped. Now, I said this was big. Why? Because we are thinking big. Watch. A $25 million order now buys this. Enough to kill half a city. The bad half. Nuclear is obsolete. Take out your entire enemy, virtually risk-free. Just characterize him, release the swarm, and rest easy. These are available today. We have a distribution network taking orders from military. On va l'arrêter là parce que sinon on va faire encore peur. En fait, l'idée ici, ça a été fait par le professeur Roussel et puis Elon Musk et d'autres activistes qui travaillent dans l'IA, mais qui, on va dire, qui savent que dans les plans stratégiques et dans la R&D de l'armée, que ce soit américaine, chinoise ou autre, il y a des gens qui travaillent dessus. Donc ils savent à peu près ce qui se fait aujourd'hui dans les recherches actuelles chez l'armée. Et donc ils ont fait plusieurs lettres ouvertes qui ont été adressées à des États au niveau de l'ONU. Ils ont fait des demandes au niveau de l'ONU pour interdire systématiquement les robots tueurs. Donc parce qu'ils savent, si on arrive à ce stade-là, si l'un des pays ou des États va commencer à sortir ça, on n'a pas fini, c'est foutu, on rentre dans une boucle et dans un cycle infernal en fait. Donc ils veulent interdire, donc chaque année, je crois depuis 2015, il y a des lettres ouvertes qui sont envoyées, il y a vraiment des rapports qui sont envoyés pour pousser auprès de l'ONU pour interdire en fait les robots tueurs. Voilà, c'est pour montrer un peu qu'il y a effectivement le bon volet, si on l'utilise dans le bon sens de l'IA, mais si les gens ne se mobilisent pas effectivement pour interdire complètement l'utilisation de ce genre d'utilisation, bah, ça peut être hyper dangereux. Voilà à peu près aujourd'hui comment je voulais vous présenter un peu cette partie, pas en se focalisant sur la théorie et sur les réseaux de neurones, etc., et dans tous les paramètres, mais vraiment dans le concret de l'intelligence artificielle, comment c'est sur le terrain, sur les marchés, sur les use cases, dans quoi on l'utilise actuellement, et puis la partie éthique aussi de l'IA qui n'est pas visible pour l'instant, mais qui est hyper importante et pour laquelle les États doivent en prendre vraiment part, quoi. Je vous remercie pour votre attention et là c'est ouvert pour un peu le débat, l'échange, questions-réponses quoi là-dessus.